Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes toujours sur le plateau de Cordiam TV au 25e journée européenne de la Société française de cardiologie. Et j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Menneveau, qui est professeur de cardiologie au CHU de Besançon, qui a depuis longtemps présenté un intérêt particulier pour la maladie veineuse thromboembolique et l'embolie pulmonaire. Et c'est à ce titre que je vais me permettre de lui poser quelques questions. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'il y a une session à ce congrès qui est consacrée déjà à ce thème, et puis on arrive à 3-4 mois de recul avec les dernières recommandations de la Société européenne, à l'élaboration desquelles il a participé, et donc on peut faire un point et revoir ce qu'il y a, comment ces recommandations ont peut-être déjà influencé la pratique. Première question que j'aimerais vous poser, finalement, ces recommandations ont peut-être changé une chose importante, c'est la stratégie de diagnostic. Qu'en est-il? Alors il y a effectivement un certain nombre de modifications qui ont été apportées par ces nouvelles recommandations qui datent, comme vous l'avez dit, de 4 mois maintenant. Dans le domaine diagnostique, pas de bouleversement majeur, des ajustements, je dirais, à la marge, en particulier qui portent sur la validation par les guidelines des scores de pronostic, de probabilité clinique de Wells et de Genève, avec une simplification de ces scores de façon à faire en sorte d'en favoriser l'usage en pratique clinique courante. Et puis la deuxième modification, qui là encore est une modification qui va intervenir à la marge, elle porte sur la validation de l'ajustement de la valeur seuil des lédimères sur l'âge. C'est-à-dire qu'au-delà de 50 ans maintenant, il est accepté, recommandé, d'utiliser une valeur seuil qui répond à la formule âge multiplié par 10. Pour faire simple, un patient de 75 ans, eh bien, il faut utiliser chez lui une valeur seuil de 750 et plus de 500 comme on le faisait auparavant pour les patients de 50 ans ou moins de 50 ans encore aujourd'hui. Donc simplification. Donc simplification, et puis pour le reste, eh bien, la stratégie diagnostique reste à peu de choses près la même. Elle repose sur une stratification initiale qui dépend de la présence de signes d'instabilité hémodynamique ou pas, qui définissent les embolies pulmonaires à haut risque des embolies pulmonaires non à haut risque. Dans l'embolie pulmonaire à haut risque, la stratégie se fait en une étape, c'est l'angioscanner thoracique. Si l'angioscanner n'est pas disponible, on aura recours à une échographie cardiaque transthoracique à la recherche de signes de dysfonction ventriculaire droite qui pourra, en l'absence d'angioscanner formel, autoriser à instaurer un traitement de reperfusion. Dans tous les autres cas, c'est-à-dire dans 95% des patients avec embolie pulmonaire non à haut risque, il faut avoir recours à une évaluation de la probabilité clinique sur les scores que j'ai cités il y a quelques instants. Si la probabilité clinique est faible ou modérée, on dose les lédimères, qui, lorsqu'ils sont négatifs, permettent d'écarter le diagnostic d'embolie pulmonaire dans 30% des cas. Si la probabilité clinique est élevée, dans ce cas-là, on doit s'affranchir du dosage des lédimères et recourir directement à l'angioscanner. Donc pour faire simple, priorité à la probabilité clinique, priorité à l'angioscanner dans la stratégie diagnostique, quel que soit le niveau de risque. Je suppose que cette stratification du risque des patients et les niveaux de probabilité débouche sur des conduites thérapeutiques différentes, bien entendu. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Alors, il y a un deuxième niveau de stratification qui n'a pas été établi pour complexifier la situation, mais qui a été établi pour faciliter la prise en charge thérapeutique, comme vous venez de le dire. Une fois que le diagnostic est établi, en dehors des complications pulmonaires à haut risque, c'est-à-dire pour 95% des patients, il faut faire une nouvelle stratification clinique à partir du score PESI ou de son équivalent simplifié. Et cette stratification, elle est déterminante parce qu'elle va permettre de distinguer sur des éléments purement cliniques les patients à bas risque, pour lesquels on pourra ultérieurement envisager une sortie précoce de l'hôpital, voire un traitement ambulatoire, des vrais embolies pulmonaires à risque intermédiaire. Et dans cette catégorie des patients à risque intermédiaire, qui sont définis par un PESI simplifié supérieur ou égal à 1 ou un score PESI de classe 3, 4 ou 5, dans cette catégorie donc, il est nécessaire d'évaluer la fonction ventriculaire droite, de vérifier si on a une dilatation des cavités droites, soit en échographie, soit sur l'angioscanner, et de faire un dosage des biomarqueurs NT-proBNP ou BNP et troponine.
Et donc dans cette catégorie de patients à risque intermédiaire, on va distinguer les risques intermédiaires bas, qui sont des patients qui n'ont aucun des facteurs pronostiques que je viens d'évoquer, c'est-à-dire pas de dilatation de la cavité droite, pas d'élévation des biomarqueurs, ou l'un des deux. Des patients à risque intermédiaire élevé qui ont à la fois une dilatation des cavités droites et une élévation des biomarqueurs. Donc cette distinction est extrêmement importante parce qu'elle a effectivement un impact thérapeutique majeur. Pour reprendre l'ensemble de la stratification, les embolies pulmonaires à haut risque avec instabilité hémodynamique justifient d'un traitement thrombolytique et dans ce contexte, les contre-indications de la thrombolyse sont relatives. Les embolies pulmonaires à risque intermédiaire élevé, PESI élevé, troponine élevée et dysfonction ventriculaire droite, celles-là vont justifier d'une surveillance. C'est « et ». L'association des deux. Le risque intermédiaire élevé, c'est dysfonction VD et élévation des biomarqueurs. Et dans ce contexte-là, eh bien, on recommande, les guidelines se sont positionnés pour une surveillance, un monitoring continu en unité de soins intensifs, simplement parce que 5% de ces patients est amené à présenter une dégradation hémodynamique, qui justifierait éventuellement le recours à un traitement thrombolytique. Les embolies pulmonaires à risque intermédiaire bas ne justifient que d'une hospitalisation avec traitement médicamenteux anticoagulant. Enfin, les embolies pulmonaires à risque bas risque, 30% des patients tout de même, pour celles-là, on est amené à envisager soit une sortie précoce du service hospitalier, soit même un traitement ambulatoire à condition, et c'est une condition extrêmement importante, qu'un parcours de soins ait été préalablement établi. Merci beaucoup. Un petit rappel rapide sur le PESI pour ceux qui l'auraient soit ignoré, soit oublié. Alors je vais simplement faire un rappel sur le PESI simplifié, c'est 6 variables. C'est assez simple. La première, c'est un âge supérieur à 80 ans. La deuxième, c'est la présence d'un cancer. La troisième, c'est la présence d'une pathologie cardiaque ou respiratoire antérieure, ça fait 1 point. Ensuite, une saturation inférieure à 90%, 1 point. Une pression artérielle systolique inférieure à 100 mm de mercure, 1 point. Et une tachycardie supérieure à 110, 1 point. Au total, on a 6 points. Ce sont des variables qui sont relativement faciles à mémoriser, faciles à utiliser et qui sont incontournables aujourd'hui dans la stratification du risque des embolies pulmonaires. Je le répète, non à haut risque, c'est-à-dire 95% des patients pris en charge pour cette pathologie. Et maintenant, on parle beaucoup, bien sûr, des anticoagulants directs, de leur possibilité d'utilisation pour des raisons évidentes. Qu'en est-il dans ces recommandations? Quelle est leur place? Est-ce qu'elle a été précisée? Alors c'est l'autre modification majeure, l'autre information majeure qu'ont apporté ces recommandations, effectivement, c'est la validation, la recommandation de ces nouvelles molécules anticoagulants directs, rivaroxaban, dabigatran, apixaban et edoxaban, comme une alternative valide et justifiée aux antivitamines K dans le traitement de l'embolie pulmonaire, avec un degré de recommandation élevé, de grade 1B. Ces molécules ont montré, pour faire très simple, qu'elles faisaient jeu égal avec les antivitamines K en termes de prévention des récidives thromboemboliques veineuses, avec un risque de complications hémorragiques majeures réduit. Et donc ce niveau de recommandation est aujourd'hui parfaitement justifié et il est certainement à l'orée d'une modification de nos pratiques cliniques extrêmement importantes dans la prise en charge de l'embolie pulmonaire. Donc en traitement immédiat. Absolument. Alors, pour 2 d'entre eux, c'est-à-dire pour le rivaroxaban et l'apixaban, on débute d'emblée cette nouvelle molécule avec une dose un petit peu plus élevée pendant 3 semaines pour le rivaroxaban, 1 semaine pour l'apixaban, alors que pour le dabigatran et l'edoxaban, eh bien, il y en a préalablement un traitement héparinique injectable d'au moins 5 jours avant que ne soient débutées ces 2 molécules, dabigatran et edoxaban. Je crois qu'on a fait le tour de façon synthétique et surtout pratique pour les praticiens qui nous regardent. Et donc, il ne me reste qu'à vous remercier pour cette intervention. Merci beaucoup.